Voilà, donc on va ici démarrer le cours, donc le chapitre 11 sur les aspects énergétiques des phénomènes électriques. Alors la première chose, en fait, on va revoir aussi, parce que c'est des choses que vous connaissez certainement en partie, c'est le courant électrique, ici, et la notion de porteur de charge. Alors, pour cela, on va voir une petite animation qui est déjà sur le drive, hein. Donc l'animation, mince, hop, je me trompe ici, l'animation sur nature du courant exe, hein. Voilà. Alors elle est déjà ici. Voilà. Bien. Donc dans cette animation, en fait, qu'est-ce qu'on a? On va s'intéresser à la nature du courant électrique. En fait, ben, voilà, quand on actionne l'interrupteur, la lampe s'allume. Ici, on a un électrolyseur, donc on a deux électrodes qui sont reliées en fait avec des fils conducteurs au fil électrique, hein, et on a une solution, donc un liquide qui est là. Un générateur de 12 volts, et en fait, bah, qu'est-ce qu'on dit jusque-là? On dit, ben voilà, le courant électrique, le sens qu'on appelle le sens conventionnel du courant, il se dirige vers la borne négative du générateur. Donc il est ici symbolisé par des flèches. Bien. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe vraiment dans les conducteurs? Alors ici, on va voir dans cette partie, parce que là, par exemple, les fils électriques à l'intérieur, c'est du cuivre. Donc c'est le cuivre qui est conducteur de l'électricité. Donc on clique sur la loupe pour voir ce qui se passe à ce niveau-là. Eh bien en fait, qu'est-ce qu'on a? On a les atomes de cuivre ici, et les petits points bleus qui se déplacent ici, qu'est-ce que c'est, à votre avis? Alors ce qui se déplace, ce sont effectivement des électrons. Mais attention, on appelle ça des électrons libres. Parce que, en fait, au niveau d'un atome, là, si je reprends par exemple un atome, bon, c'est un noyau qui est chargé positivement, avec des électrons qui circulent autour. Oui, mais en fait, il y a des électrons qui sont aussi plus éloignés du noyau, et certes, des fois, en fait, on a des électrons qui ont tendance à aller d'un atome à un autre. On appelle ça des électrons libres. C'est-à-dire que quand on a un morceau de cuivre, par exemple, un morceau de cuivre, donc on a des atomes de cuivre qui sont, allez, on va dire, empilés les uns sur les autres, hein. Bon, je fais ça de façon artistique, on va dire. Eh bien, en fait, on a des électrons qui circulent d'un atome à un autre. On appelle ça des électrons libres. Et ils circulent n'importe comment, dans tous les sens. Et quand on soumet par exemple à une tension, donc là par exemple on aurait quelque chose de positif, quelque chose de négatif, bah, les électrons, comme ils sont chargés négativement, ils vont être attirés par le côté plus et repoussés par le côté moins. Donc ils vont se mettre en route dans un sens bien déterminé, et pas dans n'importe quel sens. Donc là c'est ce qui se passe, en fait, dans les conducteurs métalliques, le filament de la lampe, en fait tout ce qui est conducteur métallique ici, ce sont des électrons, donc chargés négativement, qui se déplacent, mais qui se déplacent vers la borne positive, et non pas vers la borne négative. Donc voilà, en fait, au départ, au début de l'électricité, on ne savait pas ce que c'était que le courant électrique. Donc on s'est dit, oh bah bon, on va dire que ce sont des charges positives qui se déplacent vers le négatif, la borne négative. Et ben manque de chance, en fait, ce sont des électrons, enfin dans les conducteurs métalliques, ce sont des électrons libres qui se déplacent vers la borne négative. Donc des électrons qui sont négatifs, qui se déplacent vers la borne positive, hein. Voilà. Bon, on peut toujours raisonner sur le sens conventionnel du courant, c'est pas gênant, parce que le sens conventionnel du courant, c'est comme si quelque chose de plus se déplaçait vers le moins,
même si dans la réalité, c'est quelque chose de moins qui se déplace vers le plus. En fait, c'est exactement l'inverse, hein, du moins vers le plus, du plus vers le moins, ben, ça revient au même au niveau raisonnement. Donc il ne faut pas trop s'embêter là-dessus. Bien, donc ça c'était le cas des conducteurs métalliques. Alors là maintenant on regarde ici ce qui se passe dans la solution. Donc on clique sur la loupe. On clique sur la loupe là. Hop là, j'ai fait une boulette là. Voilà. Bien, donc là maintenant ici, si on regarde maintenant ici dans l'électrolyseur, donc là vous voyez l'interrupteur est ouvert, c'est-à-dire que la lampe n'éclaire pas, il n'y a pas de courant qui circule. Donc là, on a bien nos électrons libres qui vont dans tous les sens. Et en fait, ici, c'est une solution de chlorure de sodium, c'est-à-dire de l'eau salée, en gros. Donc on a des molécules d'eau, hein, rouge et blanc, là, H2O. On a des ions chlorure en vert. Et on a des ions sodium, Na+, ici en mauve. Bon, en fait, dans une solution ici, les molécules et les ions bougent, roulent les uns sur les autres, ils sont en contact, c'est un mouvement permanent et dans tous les sens. Donc là maintenant ici, quand on ferme l'interrupteur, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? Bah, comme tout à l'heure, maintenant, les électrons négatifs qui étaient attirés vers la bande positive du générateur, eh bien là, les ions chlorure sont attirés vers l'électrode positive, et les ions sodium Na+, sont attirés vers l'électrode négative. Donc là, on a quelque chose d'un petit peu plus compliqué, c'est-à-dire que dans une solution, eh bien, le courant électrique, c'est un double déplacement d'ions. Les ions négatifs sont attirés par l'électrode positive, et les ions positifs sont attirés par l'électrode négative. En fait, il n'y a pas d'électrons qui circulent dans la solution. Ça, c'est important à retenir, hein. Pas d'électrons nageurs. En fait, les électrons, par exemple les électrons qui arrivent ici, ils arrivent à l'électrode négative et les ions sodium en fait vont réagir avec un électron pour former un atome de sodium. Et en même temps, un ion chlorure va libérer un électron pour se transformer en atome de chlore. Donc voilà en fait ce qui se passe ici. Il y a des transformations chimiques qui se passent aux électrodes. Mais il n'y a pas d'électrons nageurs dans la solution. Donc quand on dit que le courant électrique c'est un déplacement d'électrons libres vers la bande positive du générateur, c'est pas vrai dans le cas d'une solution. Dans le cas d'une solution, le courant électrique c'est un double déplacement d'ions. Donc ils ne vont pas dans le même sens suivant la charge qu'ils ont. Bien, donc à partir de là, c'est résumé ici au niveau du cours. Donc au niveau du cours. Donc le premier point porte sur les porteurs de charge. Donc qu'est-ce qui porte la charge électrique? Donc en fait, c'est ce qu'il y a de marqué ici, hein, les conducteurs d'électricité contiennent des porteurs de charge capables de se déplacer. Donc ce sont les électrons libres dans les métaux, c'est ce qu'on vient de voir, et les ions dans les solutions, c'est ce qu'on vient de voir. Et lorsqu'on soumet un conducteur à une tension électrique, les mouvements des porteurs de charge deviennent ordonnés. Donc c'est bien ce qu'on a au niveau de l'animation, hein. Si bon, j'arrive pas à l'enlever, bon, c'est pas grave. En fait, avant que lorsque le circuit était ouvert, hein, les électrons allaient dans tous les sens et là pareil, tout allait dans tous les sens. Bien. Donc il y a marqué, lorsqu'on soumet un conducteur à une tension électrique, le mouvement des porteurs de charge deviennent ordonnés. Les charges négatives, les électrons dans les fils, les anions, c'est-à-dire les ions négatifs dans les solutions, se dirigent vers la borne positive du générateur. Donc vers la borne positive ici. Et les charges positives, donc les cations dans les solutions, se dirigent vers la borne négative du générateur. Donc là, ici en rouge, vous avez le mouvement des cations, des ions positifs. En jaune, une flèche pour le mouvement des anions. En vert, ici, le mouvement des électrons libres dans le conducteur. Et I, ici, c'est le sens conventionnel du courant.
hein, que l'on dit. Il y a marqué sens du parcours. Donc il y a marqué ici, attention, dans un fil de connexion, il n'y a que des électrons et pas d'ions, et inversement, dans une solution, il n'y a que des ions et pas d'électrons libres qui se déplacent. Hein. Voilà, donc ça, à retenir, dans les fils métalliques, électrons libres vers la borne positive, solution, double déplacement d'ions, hein, les ions négatifs vers la borne positive, les ions positifs vers la borne négative. Bien, donc maintenant, on va faire le lien avec l'intensité du courant électrique, mais on va d'abord parler de débit de charge. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de débit de charge? Bon, alors, le débit de charge correspond à la quantité de charge électrique qui passe par la section S d'un circuit électrique par unité de temps. Donc là, par exemple, ici, on aurait un fil électrique, donc du cuivre, et on regarde, on le coupe ici, par exemple, la section qui est un petit peu plus en blanc. Et le débit correspond en fait à la quantité de charge qui passe par la section. Donc là, on va avoir des électrons qui vont passer par cette section. Et le débit de charge, on appelle ça tout simplement l'intensité du courant électrique. Donc en fait, ici, pendant un certain temps, on va avoir un certain nombre d'électrons qui vont passer par cette section-là. Donc à partir de là, on définit ici l'intensité du courant électrique, grand I, qui est égale à la charge électrique. Alors là, il y a marqué quantité de charge électrique. Hein. Quantité, on peut mettre ça entre parenthèses, on n'est pas obligé d'écrire quantité. Oups là, j'ai encore fait une boulette là. Voilà, quantité de charge électrique, là, je regarde parce que j'ai l'impression que. Bon, mais j'espère que l'enregistrement fonctionne, parce que sinon c'est le bazar là. Bon, j'ai ça qui apparaît pour bien. Bon, normalement ça doit fonctionner. Bien, donc en fait, dans cette formule ici, l'intensité du courant électrique, c'est quoi? C'est la charge électrique. Oh, j'ai encore mis la parenthèse où il ne fallait pas là. Oh, bon, décidément. Voilà, c'est la charge électrique, grand Q, divisée par le temps. Donc là, par exemple, ici, on a des électrons qui se déplacent vers la droite, on est à l'instant T1, on a la section qui est là, et à l'instant T2, eh bien, on a tous les électrons rouges là qui ont traversé la section. Donc, à partir de là, l'intensité, ce serait quoi? Ce serait la charge électrique de tous ces électrons en rouge, qui sont modélisés par ce cylindre-là, divisé par le temps entre l'instant T2 et l'instant T1, c'est-à-dire T2 moins T1. Voilà comment on calcule ça. Alors la charge électrique s'exprime en coulombs. On vous donnera en fait à chaque fois la charge électrique d'un électron. Alors la charge élémentaire c'est 1,6 fois 10 moins 19 coulombs. Mais la charge d'un électron, elle est négative. En fait, la charge élémentaire, on peut la considérer positive. Mais attention, dans le cas d'un électron, c'est moins E. Bien, donc ici, en fait, la charge électrique, si on a n électrons, ce serait n fois E, mais attention, E négatif, parce que l'électron est négatif. Donc ce serait n fois moins E, en fait. Bien, donc ici, on peut faire l'analogie avec l'eau. C'est-à-dire, on a un tuyau, l'intensité, en fait, correspond tout simplement au débit de l'eau. On aurait un certain nombre de litres qui passent par seconde. Donc on pourrait dire que c'est ça. Bon, un certain nombre de litres d'eau par seconde. Donc là, ça va être un certain nombre de charges en coulombs par seconde.
Voilà. Donc, pour comprendre ça, on va faire un exercice. On va faire l'exercice 11, page 257. Voilà, donc on prend le livre, exercice 11, page 257. Donc, dans cet exercice, on nous dit un fil de cuivre est traversé par un courant électrique d'intensité 0,10 A. Quelle charge en coulomb traverse une section de fil en 1 minute? Et combien d'électrons sont nécessaires pour obtenir cette charge et exprimer le résultat en mol? Alors, vous ferez attention, mais pour tous les exercices du livre, vous avez ici les données. C'est-à-dire, on nous donne la charge de l'électron. Donc là, par exemple, E qui est négative, hein, une charge négative. Et on vous donne aussi la constante d'Avogadro. Alors, petite question, que signifie la constante d'Avogadro? La constante d'Avogadro, elle est en mol moins 1, c'est le nombre d'entités par mol. Par exemple, j'ai une mole d'hydrogène. Dans une mole d'hydrogène, qui est constituée d'atomes d'hydrogène, j'aurai 6,022 fois 10 puissance 23 atomes d'hydrogène. Voilà ici pour le petit rappel. Donc là, d'après ce que l'on vient de voir, je vous laisse quelques minutes pour faire l'exercice 11. Alors, la question 1. Donc, il faut reprendre tout simplement la formule du cours. Hein. La formule du cours, on a I qui est égal à Q sur delta T. Bon, on aurait pu mettre T à la place de delta T, hein, c'est pas très grave. Hein. Delta T, c'est parce qu'on a une différence entre deux instants. Donc là, on vous dit 1 minute, quelle charge, on connaît l'intensité, on la connaît, le temps on connaît, et la charge c'est Q. Donc ici, on met Q est égal à donc delta T, on divise, donc ici on multiplie quand on passe de l'autre côté, donc I fois delta T, et après il n'y a plus qu'à remplacer l'application numérique par les valeurs. Donc 0,10 ampères, je mets l'unité ici, et attention, le temps il va être en secondes ici. Donc là, il faut faire attention, soit 1 minute, donc c'est fois 60 secondes. Ce qui nous fait ici 60 fois 0,10 avec les chiffres significatifs, 6,0, et donc ce sont des coulombs. Voilà ici la réponse qu'il fallait donner. Bien, correction à la question 2, combien d'électrons sont nécessaires pour obtenir cette charge? Donc cette charge 6,0 coulombs, et donc là il faut utiliser la donnée du livre hein, qui nous dit que la charge de l'électron c'est moins 1,602 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Donc ici on ne va pas s'embêter avec la valeur négative. Donc si j'ai 1,602 fois 10 puissance moins 19 coulombs, oui, parce que en fait ici là, quelle charge en coulomb traverse une section de fil en 1 minute? En fait, comme on est censé savoir que le courant électrique dans un fil de cuivre, ce sont des charges négatives qui le traversent, on pourrait dire que la charge électrique serait négative, que ce serait moins 6,0 coulombs. Mais en fait, on ne va pas trop s'embêter ici avec les charges négatives. On va se ramener à des charges positives.
Donc là, par exemple, combien d'électrons sont nécessaires pour obtenir cette charge? Donc un électron, là, ça correspond à cette charge-là. Donc 6,0 coulombs, alors en prenant en positif toujours, ça va correspondre à, allez, je vais appeler ça grand N électrons. Donc ici, on a notre proportionnalité, hop, ce qui fait que grand N est égal à 6,0 fois 1, je ne vais pas mettre le fois 1, hein, donc divisé par 1,602 fois 10 puissance moins 19. Vous intervenez si vous ne comprenez pas. Voilà, donc ça nous fait donc ici, chiffre significatif, 3,7 fois 10 puissance 19 électrons. Donc là, bon, je ne mets pas la phrase, mais vous, il faut la mettre. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, cette charge correspond à 3,7 fois 10 puissance 19 électrons. Mais la question ici, c'est exprimer le résultat en mol. Donc là, on a dit combien il y avait d'électrons. Et là, en fait, une mole, d'après la constante d'Avogadro, qui est donnée, c'est 6,022 fois 10 puissance 23 électrons. Donc, en fait, ici, on a 10 puissance 19, il faut diviser par le nombre d'Avogadro. Donc là, le petit n, la quantité de matière, ça va être égal à le nombre d'électrons divisé par la constante d'Avogadro. Donc on reprend la valeur qu'on a de tout à l'heure, 10 puissance 19, divisé par, on nous dit que la valeur c'est 6,022 fois 10 puissance 23. Bon, on n'est pas obligé d'écrire la formule, on pourrait très bien dire, voilà, 6,022 fois 10 puissance 23 électrons correspondent à une mole, donc ça correspond à tant de mol. On peut faire un tableau de proportionnalité, tout pareil. Donc on fait ce calcul-là. Et on va trouver ici un petit résultat. Donc 6,2 fois 10 puissance moins 5 mol. Donc là, mon résultat il est cohérent, il est bien inférieur à 1, parce qu'en fait, une mol c'est 6,022 fois 10 puissance 23 électrons, et j'en ai moins, donc j'ai moins d'une mol. Bien, donc là maintenant, on va passer à la suite du cours, hop, qui a disparu, qui est là. Voilà, c'est ce qu'on appelle ici, on va faire un petit rappel sur, reparler de résistance, et là, ce qui est complètement nouveau, on va parler d'une source réelle de tension continue, donc source réelle, et on va parler ici de caractéristiques intensité-tension. Alors en fait, de même, j'ai mis une petite vidéo sur le drive, caractéristique ici d'une pile, donc on va regarder ici cette vidéo pour comprendre cette partie du cours. Bonjour, je vous propose ici de tracer la courbe caractéristique d'une pile. Si on utilise au labo une source de tension continue stabilisée, comme cette alimentation ici, pour peu que l'on ait choisi avant 4,5 V, eh bien on aura toujours 4,5 V et
de cette courbe caractéristique, ça sera U égale U0. C'est simple, mais est-ce que c'est aussi simple pour une pile? Nous allons voir ça ensemble. Voilà ici le montage que je vous propose. Il s'agit de mesurer en même temps la tension au banc de la pile et le courant qui va y entrer, qui va traverser le circuit que je peux modifier en agissant ici sur ce qu'on appelle un rhéostat, c'est-à-dire une résistance variable en fait. Ça c'est une résistance de protection de 17 ohms. Pour l'instant l'interrupteur est ouvert et donc ce que je mesure ici c'est ce que l'on appelle la tension à vide, 463 volts, c'est la tension lorsque la pile ne fournit aucun courant. Si je décide donc de fermer l'interrupteur, eh bien je vais avoir quelques milliampères si le rhéostat donc donne toute sa résistance ici. J'ai déjà placé le premier point ici, à vide, voilà donc U0 qui est là. Je vous fais remarquer une petite espièglerie, une petite taquinerie que je me suis autorisé. Ici, je vais écrire dans le tableau I en milliampères, car mon calibre ici, 200 M, ce sont des milliampères. L'écran affichera des milliampères, mais sur la courbe, je vais placer des ampères pour avoir U en volts et I en ampères, qui sont les unités standards du système international. Alors, je vais aller doucement ici pour diminuer la résistance de mon rhéostat, ce qui a pour effet de laisser passer plus de courant, mais je vous invite à regarder en même temps le voltmètre, l'ampèremètre et le voltmètre. Les points se placent seuls, les valeurs se placent seules dans le tableau et les points se dessinent seuls sur la courbe et je vais complètement à gauche pour le rhéostat, c'est-à-dire au point le plus faible où sa résistance vaut ici quand même un petit peu 5 ohms. Ça n'est jamais vraiment complètement nul. Alors la courbe ici c'est une droite, je trace la droite moyenne, c'est ce qu'on appelle donc la caractéristique de la pile. Je vous invite à regarder ici l'équation de cette courbe caractéristique, c'est U0, c'est la valeur de U quand I est nul, donc c'est bien U0, c'est cohérent, et je le note ici, U0. Pour ce qui est du coefficient directeur, vous voyez qu'on a affaire à une courbe descendante, donc il est négatif. Le coefficient directeur est positif lorsque la droite est ascendante. Vous avez déjà vu ça. Le coefficient directeur, c'est delta U sur delta I. Je vous rappelle que delta, c'est final moins initial. Essayez que ce que vous faites en haut et en bas soit cohérent. C'est-à-dire, si vous faites 4,37 moins 4,59, c'est que vous avez choisi ces deux points là, donc vous allez bien avoir quelque chose de négatif ici, et vous prenez les intensités qui correspondent. Alors ici, je les ai mises en ampères, je vous ai prévenu tout à l'heure, ce qui me donne une valeur dans le système international qui est homogène à quoi? Si on divise une tension par une intensité, on connaît U égale RI, donc R égale U sur I. Cette grandeur-là, qui est le coefficient directeur, est homogène à une résistance. J'ai juste fait une petite remarque sur le coefficient directeur. En mathématiques, par exemple, là il a dit on fait en fait la valeur d'après moins la valeur d'avant, en gros. Donc là, par exemple, on part de ce point-là et on va à ce point-là. Donc la valeur d'après pour la tension, elle serait ici, 4,3 et quelques, donc 4,37. Et la valeur d'avant, donc valeur finale moins valeur initiale si on veut, elle est ici. Donc ça nous fait ici, elle est à 4,50, donc ça fait une valeur négative, c'est ce qu'il y a de marqué ici. Et pareil pour l'intensité, on prend l'intensité après, là, donc 0,160, et moins l'intensité d'avant, moins 0,23. Donc là, ce résultat est aussi va être lui par contre positif. Et donc ça nous donne un coefficient directeur négatif. On aurait pu faire l'inverse, c'est-à-dire prendre la valeur de départ, donc 4,59, moins la valeur d'arrivée, moins 4,37, on aurait eu quelque chose de positif. Et là, la valeur de départ
0,023 moins 0,160, ça aurait été négatif et ça aurait donné exactement le même résultat. Donc pour un coefficient directeur, hein, que l'on prenne la valeur du début moins la valeur de la fin, ou la valeur de la fin moins la valeur du début, ça revient au même, à condition d'appliquer la même chose sur ce qui est en ordonnée et sur ce qui est en abscisse. Cette résistance ici, on va l'appeler la résistance interne de la pile. R égale 1,60 ohms. Je l'ai noté quelque part ici, R, résistance interne de la source de tension. Alors là, je vais m'adresser aux élèves de première. Ne soyez pas surpris si en première, on vous demande de séparer votre source qui n'est pas idéale, hein, votre source réelle de tension. Ici, j'ai noté source réelle de tension comme étant le montage en série d'une source idéale qui serait U égale U0, comme on a vu tout à l'heure, et avec en série une résistance qui est dite, je répète, donc la résistance interne de la source de tension. Donc voilà ici des explications qui sont quand même bien données. Donc en résumé, hein, vous intervenez s'il y a des questions. Hein. Il y a eu la notion nouvelle ici de source de tension idéale. Donc ça veut dire qu'elle va fournir toujours la même tension au cours du temps. Tension U0 constante entre ces bornes, quelle que soit l'intensité du courant. C'est-à-dire, ben là tout à l'heure on a vu que la pile dans le circuit, en fait dans ce circuit-là, la pile, quand on faisait varier la résistance du circuit par exemple, eh bien on voyait que la tension ici, elle variait. Donc la pile n'est pas une source idéale de tension, parce que sa tension ne change au cours du temps. Hein. Par contre, complètement au début ici, on a ce qu'on appelle des alimentations stabilisées. Donc en gros, c'est ce qu'on utilise en TP. Hein. Quand on met sur 6 volts ou sur 12 volts, bon, bah, ces alimentations se débrouillent pour toujours donner la même tension au cours du temps, quoi qu'on mette, enfin à peu près, hein, quoi qu'on mette à peu près dans le circuit avec. Hein. Donc une grosse différence avec ici la pile. Donc une source de tension idéale, hein, donc on met idéal parce qu'en général on n'a jamais quelque chose d'exactement idéal. Hein. Donc on a une tension constante entre ces bornes. Voilà. Donc exemple, alimentation stabilisée utilisée en TP. Donc la source idéale ici, de tension, elle serait représentée par un cercle. Et puis on indique une flèche qui indique la valeur de la tension, donc on peut mettre 6 volts par exemple si c'est un générateur de 6 volts. Cette flèche est dans le même sens que le sens conventionnel du courant ici, parce que en fait, on a ici le côté plus et là le côté moins. Donc en fait, elle est toujours vers le côté plus du générateur. Une source réelle de tension, donc comme une pile, en fait, qui ne donne pas une tension constante au cours du temps suivant ce que l'on met dans le circuit, eh bien, on vient de le voir, étant donné que sa tension diminue au cours du temps, on a l'équation, et l'équation de cette droite, c'est U, donc qui est ce qui est en ordonnée, est égal à la valeur pour I égale 0, hein, donc U0, moins le coefficient directeur qui correspond à une résistance, fois I, l'intensité. Donc on a ceci, on a ce qu'on appelle la résistance interne. Donc une source réelle de tension, on la représente, donc tout ce qui est entre pointillés ici, hein, une source idéale de tension, mais associée avec une résistance qu'on nomme petit r. Hein. Et ça, c'est ce qu'on appelle la résistance interne. Voilà, c'est ce qu'il y a de marqué ici. Donc il y a marqué ensuite l'existence d'une résistance interne a des conséquences sur le fonctionnement de la source réelle, notamment si la source va fournir un courant électrique important. Lorsque l'intensité du courant augmente, la valeur de la tension électrique aux bornes du dipôle diminue. Bien, et la caractéristique intensité-tension d'un dipôle, qu'est-ce que c'est? C'est une représentation graphique pour laquelle on a en ordonnée la tension et en intensité l'abscisse. Et là, on vous a montré juste avant, dans la petite vidéo ici, hein, quel circuit on fait pour avoir
par exemple ici, pour avoir par exemple ici tracer la caractéristique intensité-tension de la pile. Donc on a un circuit dans lequel on fait varier une résistance, ça va faire varier l'intensité du courant qui passe, et donc on voit que la tension elle varie aussi, et on trace la caractéristique intensité-tension. Donc voilà ici pour ce qui concerne cette partie-là du cours. Donc on va faire un exercice, l'exercice 17, page 258. Voilà, qui reprend en fait la caractéristique d'une pile, hein, qu'on vient de voir ici sur l'exemple. Eh bien, je vous laisse un petit peu de temps pour faire cet exercice. Bien, je suppose que tout le monde a répondu à la première question, hein. Tension à vide d'une pile, bah, c'est la tension quand effectivement rien n'est branché entre les bornes de la pile, hein. Et donc la valeur pour la pile décrite, bon, bah, là, il y a marqué lorsque rien n'est branché, la tension est de 9,0 volts, donc ça, c'est la tension à vide, hein. Bon, après, pour la deuxième question, construire la caractéristique intensité-tension, eh bien, Jules, tu demandes, on fait tous les combien pour les intensités de courant de la question 2. Bon, en fait, ici, ça va être assez simple, hein, parce que pour tracer la caractéristique intensité-tension, ben, vous n'avez que... Bien. Bon, je reprends, effectivement. Qu'appelle-t-on la tension à vide? Donc c'est la tension lorsqu'il n'y a rien de branché entre les bornes de la pile. Donc là, c'est indiqué ici, c'est 9,0 volts. Et pour la deuxième question, on fait tous les combien pour les intensités de courant? Eh bien, en fait, bah, c'est... comment dire on a construit la caractéristique de la pile pour des intensités de courant comprises entre 0 et 500 milliampères. Bon, mais en fait, grâce aux données du texte ici, bah, vous pouvez uniquement placer deux points, et à partir de ces deux points-là, vous tracez la caractéristique intensité-tension. Je recommence. Donc là, ici, la caractéristique intensité-tension, il faut la tension en ordonnée, l'intensité en abscisse. On nous dit dans le texte que lorsque à vide 9,0 volts, donc ça veut dire qu'il n'y a rien de branché, l'intensité est nulle, donc j'ai ce point-là pour 9 volts, et après on nous dit que lorsqu'il y a 200 mA, la tension vaut 8,7 millivolts. Donc j'ai un point qui est là. Voilà. Et puis à partir de ces deux points-là, bah, c'est simple, hein, on trace, on s'embête pas, on trace la caractéristique, voilà, qui est une portion de droite et qui passe par ces deux points. Alors là, on n'était pas obligé de s'embêter avec des... Alors, ouais, bon, avec des, comment dire, des... je vais y arriver. Ici, on peut mettre le 0 et le 200, et là, j'ai 9, 8,7, mais là, je suis pas obligé de prendre la même... je vais y arriver. La même unité à chaque fois, par exemple 8,7, donc là j'aurais par exemple 8,4, voilà, et puis là 8,1, bon, j'ai pas les mêmes échelles pour chaque axe, hein, voilà. Donc là on n'était pas obligé de s'embêter avec ça. Bon, après, vous intervenez hein, s'il y a des problèmes. Après, il y a ici la question sur quelle est la résistance interne de la pile. Bien, donc là, ici, on peut dire, hein, qu'en fait, la résistance interne va correspondre à la valeur absolue de la pente de la droite, hein. Donc ici, voilà.
Bon, si on reprend ici la valeur de la résistance interne de la pile, hein, je réexplique. Donc ça correspond à la valeur absolue du coefficient directeur de la droite. Attention, donc ça veut dire par exemple point d'avant moins y point d'avant moins point d'après en ordonnée moins point d'avant sur point d'après en abscisse par exemple. Donc là 9 moins 8,7 pour l'ordonnée et en abscisse on va de 0 à 200, donc 0 moins 0,200. Ça nous donne une valeur négative, mais la valeur absolue elle est positive. Et donc la résistance en fait elle est toujours positive, hein. C'est une grandeur qui est positive, hein. Donc ici, là, c'est petit r, on écrirait petit r est égal à 1,5 ohm. Voilà. Bien, eh bien on continue le cours. Voilà, on continue le cours ici. Donc là, on vient faire un exemple, hein, un calcul de résistance interne d'après des mesures, un tracé rapide. Alors bon, normalement, hein, qu'on soit bien d'accord, hein, si on faisait un TP là-dessus, 2 points, ça ne suffit pas parce que nos points sont approximatifs. Donc il faut tout un tas de points pour avoir vraiment une portion de droite. Bien, ben on arrive à la dernière partie de ce chapitre-là sur l'électricité. Où vous allez avoir des choses que vous connaissez déjà un petit peu, et puis une nouvelle notion, ce qu'on appelle le rendement. Donc d'abord, on va se baser sur la puissance et sur l'énergie. Donc ça, c'est ce que vous connaissez déjà. Alors, la puissance. Bien, alors, puissance et énergie. Alors par exemple ici, cette lampe là, dessus il y a marqué 9 watts. Bien. Donc ça, c'est sa puissance. Mais elle ne fonctionne pas, elle n'éclaire pas. Donc là, par exemple, j'ai fermé l'interrupteur, maintenant la lampe éclaire, sa puissance, c'est toujours 9 watts. Ça n'a pas changé. Par contre, ce qui a changé, c'est le fait maintenant qu'elle éclaire, et donc qu'il faut pour ça du courant électrique, il faut de l'énergie électrique, et donc là, elle est en train de consommer de l'énergie électrique. Bon, elle est même en train de consommer, entre guillemets, de convertir de l'énergie électrique en lumière, et puis elle chauffe un tout petit peu, et en énergie thermique, en chaleur. Donc là, ici, la lampe, on peut dire que c'est un convertisseur d'énergie. Donc, attention entre la notion de puissance et la notion d'énergie. Bien, on commence par ici la puissance. Donc la puissance, vous avez déjà vu ça, hein, je ne vais pas y revenir en détail. C'est la tension multipliée par l'intensité. Et la puissance s'exprime en watts. Donc la puissance en watts, la tension en volts, l'intensité en ampères. Donc là, on a quelques ordres de grandeur, enfin quelques puissances. Donc ampoule, bon, on dit plutôt lampe, hein, parce que l'ampoule, normalement, c'est que la partie en verre. Donc de l'ordre de 10 watts à peu près maintenant avec les ampoules, les lampes basse consommation, hein. Un ordinateur, ça peut aller jusqu'à 80 watts. Un micro-ondes, ça peut aller jusqu'à 1500 watts par exemple, hein, donc pour chauffer. Dès qu'on chauffe, en fait, c'est simple, on est de l'ordre du kilowatt. Machine à laver, une machine à laver ça chauffe aussi, hein, mais en plus il y a un moteur d'entraînement pour faire tourner, etc. Donc là on est de l'ordre de plusieurs kilowatts en puissance. Une voiture électrique, alors une voiture électrique, donc ça peut aller donc jusqu'à 400 kilowatts, hein, pour pouvoir se déplacer. Et un réacteur de centrale nucléaire qui va fournir de l'électricité, notamment en France, hein, c'est de l'ordre. Alors en général, on ne dit pas des gigawatts, on dit par exemple 1500 mégawatts, 1200 mégawatts, mais le mégawatt, 1000 mégawatts, ça correspond à 1 gigawatt. Donc en fait, ici, réacteur de centrale nucléaire, c'est de l'ordre du gigawatt, à peu près. Donc voilà quelques ordres de grandeur de puissance. Bien, maintenant,
on va reprendre ici la puissance dissipée par les conducteurs ohmiques. Alors, dans par exemple la petite expérience ici, là on a ce qu'on appelle un conducteur ohmique ou un dipôle ohmique, ou on appelle ça aussi une résistance. Hein. Donc la puissance dissipée, ici, qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout simplement, quand ici on a un conducteur ohmique ou un dipôle ohmique, en fait il va chauffer. Donc on a conversion de l'énergie électrique fournie par la pile, par exemple ici, en chaleur, c'est-à-dire en énergie thermique. On appelle ça l'effet Joule. Bon, d'ailleurs, l'effet Joule se retrouve aussi sur la lampe, parce que la lampe, on lui demande d'éclairer, et problème, elle chauffe un peu. Donc ça, c'est l'énergie perdue. Donc on ne lui demande pas de chauffer, on lui demande d'éclairer. Donc on a ici des pertes qu'on appelle par effet Joule. Voilà. Bien. Donc, ici, à quoi ça correspond? Donc pour un dipôle ohmique, par exemple, eh bien, on a une résistance grand R, la résistance du dipôle ohmique, qui est constante au cours du temps. Et donc, on a vu et revu déjà avant hein, la loi d'Ohm qui nous dit que pour un dipôle ohmique, on a la tension à ces bornes qui est égale à la résistance en ohm fois son intensité, l'intensité du courant qui traverse ce dipôle. Donc à partir de là, comme la puissance c'est grand U fois grand I, et dans le cas d'un dipôle ohmique, U c'est égal à R fois I. Donc je remplace U par R fois I, donc la puissance est égale à R fois I, c'est-à-dire R fois I au carré. Donc ici, R fois I au carré, c'est la puissance qui est dissipée par effet Joule et qui fait que ma lampe chauffe, par exemple, parce que finalement, il y a une résistance au niveau de la lampe, qu'on ne voudrait pas, qu'on essaye de faire la plus petite possible, mais qu'il y a quand même, et à partir de là, du moment qu'il y a de la résistance, il y a de l'énergie thermique. Donc il y a de la puissance qui est dissipée par effet thermique. Voilà. Donc la puissance dissipée par effet Joule, c'est P égale R fois I au carré. Il faut retrouver cette formule-là. Hein. Donc P, toujours en watts, R, la résistance en ohms, et I, l'intensité, toujours en ampères. Bien. Une petite remarque ici, les fils de connexion ont une résistance bien qu'elle soit faible. Ainsi, tout circuit électrique produit de la chaleur lors de son fonctionnement par effet Joule. Qu'est-ce que ça veut dire là, par exemple, là, voilà, ici, j'ai des fils électriques, et bien, ils chauffent un tout petit peu. Parce qu'en fait, c'est quasiment impossible d'avoir un fil électrique qui ait une résistance complètement nulle. Donc, il y a toujours un petit peu de perte. Hein. Voilà. Bien. L'énergie électrique, donc j'en avais parlé tout à l'heure. Hein. L'énergie électrique, ici, il faut que, en fait, que l'objet fonctionne, que la lampe fonctionne, par exemple, hein, pour parler d'énergie. Donc, plus le temps de fonctionnement est long, plus la lampe va consommer d'énergie. Donc là, on a donc une relation entre l'énergie, le temps, ΔT, et la puissance P. En fait, c'est vrai, plus une lampe est puissante, plus pour un même temps, une même durée d'utilisation, plus elle va consommer d'énergie. Hein. Donc voilà, l'énergie utilisée ou fournie est E égale P fois ΔT. Bon, on peut mettre T à la place de ΔT, c'est pas très grave. Dans cette formule, P est en watts, T en secondes, et donc l'énergie est en joules. Voilà. Bien. Puissance. Bien, bon, c'est bon. Problème résolu. Problème technique résolu. On reprend la suite du cours ici. Donc maintenant, voilà, ça c'est la notion nouvelle. La notion de rendement d'un convertisseur. Hein. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, par exemple, la lampe, c'est un convertisseur d'énergie, c'est-à-dire qu'elle va consommer de l'énergie électrique, qu'on va payer sur la facture, par exemple, et elle convertit cette énergie-là en énergie lumineuse, mais aussi en énergie thermique, en chaleur. Hein. Voilà, donc c'est un convertisseur d'énergie, parce qu'en fait l'énergie,
globalement, elle va se conserver, hein. Quand on a de l'énergie, ça provient toujours d'une autre forme d'énergie. Bien. Donc on va voir ici ce qu'on appelle la notion de rendement. Donc là, il y a rappelé, un convertisseur transforme une forme d'énergie en une autre forme d'énergie. Donc là, on va prendre l'exemple d'une éolienne. Une éolienne transforme de l'énergie cinétique du vent, donc l'énergie due au mouvement du vent, en énergie électrique, mais aussi en énergie thermique, parce qu'effectivement, une éolienne, les pales, lorsqu'elles tournent, elles frottent contre l'air, donc il y a un frottement, et puis en plus, il y a des composants électriques, donc il y a l'effet Joule dans les composants électriques, et puis il y a aussi le fait que les composants mécaniques qui tournent, il y a des frottements, et donc de la chaleur qui est produite, hein. Donc on dit de l'énergie est fournie au convertisseur, cette énergie est absorbée ou consommée, et sera notée EA, et est transformée en une énergie sous forme utile nommée EU, et une autre partie sous une forme non utile qui va être de l'énergie perdue. Donc exemple, dans le cas de l'éolienne, l'énergie absorbée, eh bien, quelle est cette énergie? Bon, alors, en fait, l'énergie absorbée, c'est tout simplement l'énergie cinétique, hein. Donc ici, c'est l'énergie cinétique. Voilà, je ne vais pas l'écrire là parce que sinon je vais encore avoir un problème. Ouais. Voilà. Donc là, en fait, ici, l'énergie absorbée, c'est l'énergie cinétique. Parce qu'en fait, en gros, il y a du vent qui arrive sur l'éolienne. Voilà, et après l'éolienne, le vent il aura ralenti parce que il aura perdu de l'énergie à faire tourner l'éolienne. Donc ça, c'est l'énergie absorbée, c'est l'énergie cinétique. Et l'énergie utile, ça va être quelle énergie? C'est-à-dire ce qu'on lui demande de fabriquer à l'éolienne, c'est quelle énergie? Ah, vous m'inquiétez là. En fait, c'est de l'énergie électrique, parce qu'on demande à l'éolienne de fournir de l'énergie électrique. Voilà. Alors que finalement, l'énergie thermique, parce qu'elle va chauffer, ça c'est de l'énergie qui n'est pas utile, qui est perdue, hein. Voilà. Bien, donc à partir de là, on caractérise le rendement qui nous indique le fait que, en fait, toute l'énergie cinétique n'est pas à 100% transformée en énergie électrique. Donc là, le rendement, c'est quoi? C'est le rapport de l'énergie utile sur l'énergie absorbée. Donc les énergies sont en joules, et alors le rendement, ça peut être ρ ici de l'alphabet grec, ou on peut mettre un eta ici de l'alphabet grec, peu importe. Donc là, c'est appelé ρ par exemple. Donc le rendement, lui, il n'a pas d'unité, parce que c'est joules divisé par des joules, et très souvent, il est donné en pourcentage. Donc là, on va faire... et alors, le rendement peut aussi se calculer à partir des puissances, c'est-à-dire puissance utile sur puissance absorbée. Donc on fait ce petit exercice-là. Quel est le rendement d'une éolienne dont le bilan en puissance correspond à la représentation schématique ci-contre? Donc là, par exemple, vous avez l'éolienne, puissance cinétique qui arrive 125 kW. Pour 125 kW, elle fournit 100 kW de puissance électrique et 25 kW de puissance thermique. Vous voyez, les flèches vers l'extérieur, c'est ce que dégage l'éolienne. Et la flèche vers l'intérieur, c'est ce que consomme l'éolienne. Donc à partir de ça, on calcule le rendement. Le rendement, ici, dans ce cas-là, ça va être combien divisé par combien? Alors 100 divisé par 25, non, c'est pas ça.
Parce qu'en fait, la puissance utile, là, ce qui est utile dans l'éolienne, c'est la puissance électrique. Donc ça va être effectivement 100, mais divisé par la puissance absorbée. Ce qu'elle absorbe, c'est de la puissance cinétique. Donc là, c'est divisé par 125. Donc si on fait ce calcul, ça nous donne 0,80, enfin 0,800, parce qu'il y a 3 chiffres significatifs, c'est-à-dire en pourcentage 80%. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, l'éolienne, ici, convertit 80% de l'énergie cinétique du vent en électricité. Hein, donc voilà ce que ça veut dire ici, un rendement de 80%. Et malheureusement, tout ce qui chauffe là, c'est perdu, c'est 80%. Voilà. Pas de questions, c'est bon pour cette partie-là. Bien, donc à partir de là, ici, ça c'était le dernier cours de l'année, finalement, parce que jeudi, moi j'ai une réunion. Donc à partir de là, moi ce que je vous demande de faire quand même, vous avez, dans ce chapitre-là le plan de travail. Hein, donc ben, je vous invite fortement à faire le plan de travail. Bon, on a déjà fait quelques exercices dedans, hein. Vous avez les exercices pour s'entraîner, vous avez les corrections des exercices qui sont sur le drive, hein, donc vous devriez pouvoir y arriver. Et puis en cas de difficulté, en cas de question, n'hésitez pas, vous m'envoyez un message et j'essaierai de répondre par exemple une petite vidéo. Voilà. Bon, sinon, ben, je pense que c'est quoi le plus important à réviser de cette année pour l'année prochaine? Alors, ça, c'est une très, très bonne question. En fait enfin, tout est à revoir, mais en fait, si vous voulez vraiment réviser, il faut vraiment tout revoir. Et après, vous inquiétez pas, l'année prochaine, en fait, ça va être certainement un petit peu aménagé pour ceux qui font la spécialité physique. Et il va y avoir, comment dire, des cours qui seront repris. Ce sera obligatoire étant donné que les cours à distance, c'est pas comme les cours en présentiel au lycée. Bon, pour ce qui est de l'année prochaine, en fait, moi, il y a de très très grandes chances que je ne sois plus au lycée l'année prochaine parce que je change de voie professionnelle. Je vais ouvrir un restaurant végétarien, cuisine plutôt thaïlandaise, à Civray, dans le centre-ville de Civray, dans le sud de la Vienne. Donc, il y a de très grandes chances que je ne sois plus professeur à la rentrée. Et donc, voilà, c'était certainement mon dernier cours de spécialité de première. Et comment l'année prochaine, même si je dois refaire encore quelques mois, non, je ne pense pas du tout être au lycée. Voilà. Donc, moi, je vous souhaite une très bonne continuation, beaucoup de bonheur dans votre vie. Et si on ne se revoit pas au lycée l'année prochaine, hein, parce que je pense que je ne reviendrai plus, enfin, certainement plus en tant que professeur, peut-être au plaisir de vous revoir à Civray lorsque j'aurai ouvert mon restaurant. Voilà. Sinon, si vous avez des questions par rapport aux exercices, hein, n'oubliez pas, vous pouvez m'envoyer des messages, il n'y a pas de problème. Je pourrais faire des petites vidéos pour expliquer un exercice, les mettre sur YouTube et je vous enverrai les liens et vous pouvez vous abonner à ma chaîne où il y a justement, quand je mets des vidéos concernant la physique, c'est dessus, hein, concernant les exercices. Voilà. Bon, je vous souhaite une bonne semaine, de très très bonnes vacances et peut-être à un de ces jours.